viol est utilisé comme une arme de guerre. Non! Non! Ils sont arrivés dans ma chambre, ils m'ont violée. Après, tu avais quel âge? À l'âge de 15 ans. C'est très émouvant d'être cet après-midi avec vous. Je pensais que peut-être il n'y a plus rien qui peut m'émouvoir, mais quand je vois ce film des Kourou, que je n'avais jamais vu, je me pose même la question comment il l'a réalisé. Je ne m'étais pas rendu compte que tu étais en train de filmer tout ce que tu as fait. Tu as fait un travail formidable. Merci beaucoup. En plein cœur de l'Afrique subsaharienne, dans la région des Grands Lacs, la province du Kivu s'étend sur un territoire grand comme 4 fois la Suisse. Ses collines, ses rivières, sa végétation luxuriante et la douceur de son climat en font une région idyllique. Un paradis qui se trouve pourtant plongé dans l'enfer de la guerre depuis près de 20 ans. L'origine du conflit se situe à la fin du génocide rwandais, lorsque, en juillet 1994, fuyant les représailles des Tutsis, 1,5 million de Hutus rwandais se réfugient au Kivu voisin. Parmi eux, un bon nombre de militaires. Auteurs du génocide, ces derniers sont considérés comme une menace par le Rwanda. En 1996, l'armée rwandaise envahit le Kivu dans le but de supprimer cette menace. La région plonge alors dans la guerre. Le conflit s'étend, faisant, en moins de 20 ans, entre 3 et 5 millions de victimes, dans l'indifférence quasi générale de l'Occident. Divers groupes armés se constituent et des seigneurs de guerre se disputent l'outrageuse richesse du sous-sol et de ses gisements de cuivre, d'or, de diamants, de cassitérite et surtout de coltan. Ce minerai utilisé pour la fabrication de nos téléphones portables et autres gadgets électroniques. En plein cœur du conflit, un médecin gynécologue congolais se bat, soigne et répare les femmes victimes des pires mutilations. Fils de pasteur, Denis Mukwege a étudié la médecine en Afrique, puis s'est spécialisé en obstétrique en France. Chirurgien brillant, il a renoncé aux opportunités qui s'offraient à lui en Europe pour rentrer au pays et développer l'hôpital de Lemera, à 110 km au nord de Bukavu. En 1996, alors qu'il évacue un patient européen vers la capitale, son ambulance tombe dans une embuscade. Il échappe miraculeusement à la mort, alors qu'à l'hôpital, tout son personnel et ses patients sont sauvagement assassinés. C'est le début de l'enfer. Après un temps d'exil, Denis Mukwege revient à Bukavu, où il fonde l'hôpital de Panzi en 1999. Cet après-midi, je voulais vous présenter le travail qui fait Panzi, mais je crois que tout a été dit dans le film. Je me demandais si on ne pouvait pas tout simplement, moi et des Kourou, passer ici pour répondre éventuellement à vos questions, mais il veut que je puisse quand même parler, donc je vais assez rapidement vous présenter le travail qui fait l'hôpital de Panzi, qui a été créé en 1999. Cet hôpital, à sa création, je n'imaginais pas le travail qui m'attendait.
C'est un hôpital qui a été entièrement, on a commencé à construire pendant... On a commencé à construire l'hôpital de Panzi alors que le Congo était en pleine guerre. 7 États occupaient à cette époque-là la République démocratique du Congo. Nous étions vraiment sous occupation, puisque je peux me rappeler même que certains de mes malades m'étaient arrachés pour aller à la boucherie. Et donc, quand je commence cet hôpital, l'objectif était de lutter contre la mortalité maternelle, qui est très élevée. En République démocratique du Congo, nous avons encore 1000 femmes sur 100 000 qui décèdent en donnant naissance. Vous pouvez vous imaginer, puisque je dis souvent, quand je vois ces femmes qui font leur testament, puisqu'elles sont enceintes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans vos pays ici. Et donc, après mes études en France, vraiment, j'avais mis ça comme objectif, lutter contre la mortalité maternelle. Et donc, je commence cet hôpital. Et là, la première personne que je vais traiter, ce n'est pas une femme qui était venue puisqu'elle venait accoucher, c'est une femme qui a été sauvagement violée. Après l'avoir violée, ses bourreaux n'ont pas hésité à détruire son appareil génital par l'arme à feu. Elle avait de multiples fractures avec l'appareil génital en lambeaux. À ce moment-là, je pense tout simplement que c'est un fait d'un malade mental. C'était le 1er septembre 1999. Mais 3 mois après, je vais réaliser une chose. Je constate qu'il y a 45 femmes qui se sont présentées avec le même tableau. Et là, avec les petites notions d'épidémiologie que j'ai, surtout que j'étais dans la région déjà depuis plus de 15 ans, j'avais réalisé qu'il y avait une nouvelle pathologie que j'étais en train de traiter, les viols avec extrême violence, tout à fait une pathologie nouvelle. Mais cette pathologie, en fait, quand nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé, nous avions pu réaliser que les femmes qu'on soignait venaient pratiquement des mêmes zones, là où on avait des minéraux recherchés, les 3T, donc le tungstène, tantal et étain, et de l'or. C'est dans ces zones que venaient ces femmes, mais c'est également dans ces zones qu'on trouvait les groupes armés qui se battaient en République démocratique du Congo. Et donc on a publié ces premiers articles dans l'espoir que peut-être ça pourrait apporter l'attention à la communauté internationale. Malheureusement, en fait, cette attention, nous l'attendons toujours. Il est vrai que vous allez vous poser la question, en fait, quel rapport peut exister entre le viol avec cette extrême violence, donc détruire les femmes et les minéraux et le combat. En fait, le premier objectif de ces viols, c'est tout simplement entraîner un déplacement massif de la population pour permettre à ce que ces pouvoirs ou ces occupants puissent exploiter les pays à leur gré. Deuxième raison, c'est le pillage des ressources naturelles du Congo. Et ici, vous allez voir très bien que les gens qui sont en train de travailler, ils sont sous surveillance dans les carrés miniers, ils sont sous surveillance d'un belligérant ou un militaire qui s'assure que tout le monde fait le travail. Et en fait, ces gens doivent présenter les rapports le soir. Alors, en examinant et en recoupant les témoignages des victimes, nous avons assez rapidement réalisé que ces viols étaient méthodiques, puisque chaque groupe armé avait sa façon de faire et avait les types de tortures qu'il imposait à ses victimes.
Souvent, c'était des viols collectifs. C'était rare qu'une femme soit violée par 2 personnes. C'était toujours 3, 4, 5 et plus. Ces viols se faisaient en public, devant les enfants, devant les maris. Et lorsque les hommes étaient violés, c'était devant leur famille. Ça se faisait suivre toujours des tortures. C'est ainsi que, comme je venais de le dire, la première femme que j'avais soignée, après l'avoir violée, on avait tiré au niveau de son appareil génital, mais on a eu des femmes à qui on a introduit les baïonnettes, à qui on a introduit des morceaux de bois ou qu'on a brûlé tout simplement l'appareil génital. Et les plus jeunes, malheureusement, la plupart des fois, elles étaient amenées en brousse avec leur bourreau pour servir d'esclaves sexuels. Ces viols sont massifs puisque tout simplement, on nous a appris, dans certains villages, on nous appelait, et un village, vous ne pouvez pas vous imaginer que 200 femmes, 300 femmes d'un village soient violées en une seule nuit. Ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une planification derrière. Mais non seulement c'est massif par le fait qu'on viole les femmes, mais le fait d'imposer la famille, imposer le voisin, d'assister à ces scènes macabres, ça crée des victimes indirectes qui, elles, vont être traumatisées sur le plan mental, alors que les femmes, c'est mental et physique. Mais après, nous allons voir que tout ça, ça contribue à la destruction, à l'objectif fixé par les bourreaux. Ces viols sont systématiques. Je crois que la plus jeune que j'ai soignée, elle avait 6 mois. Et vous pouvez vous imaginer un bébé de 6 mois. Et peut-être que c'était la première fois que je sentais comme si je n'avais plus le courage de poursuivre. Mais également, nous avons eu des femmes âgées qui ont plus de 80 ans, qui ne connaissent même pas leur âge. Elles sont très vieilles. Et ici, ça montre très bien la volonté. Ce n'est pas un acte sexuel, c'est un acte délibéré de destruction. Quels sont les impacts de ces viols? On a vu l'objectif d'abord de déplacer massivement la population. Deuxièmement, c'est faire une réduction démographique de la population, détruire l'économie locale et détruire le tissu social et la vie familiale. Ces impacts sont exactement la même chose que vous pouvez trouver dans une guerre classique. Malheureusement, en utilisant les viols, on utilise une arme moins chère qui traverse les frontières sans contrôle et malheureusement qu'on peut utiliser seulement après avoir fait un lavage des cerveaux chez de jeunes gens, souvent qui ont 12, 13, 14 ans, à qui on leur apprend à faire du mal. Alors nous allons voir ces impacts un à un, comment on arrive à déplacer massivement la population, comment la population quitte leur village. Lorsque les viols se font en public, ça entraîne la honte, l'humiliation et surtout la stigmatisation, puisque toutes les personnes qui ont assisté à cette scène, désormais, savent très bien que l'épouse de tel, la fille de tel, avait été violée par 4 et 5 personnes, et souvent, en fait, on étiquette ces victimes en interprétant. Et souvent, les hommes qui souffrent de n'avoir pas protégé leurs épouses, leurs filles, ils sont premiers à quitter les villages pour chercher l'anonymat. Lorsque les viols deviennent répétitifs, donc les groupes armés reviennent souvent, les mamans et leurs enfants vont chercher des zones sécurisées et vont quitter à leur tour les villages. Et en fait, ces tortures, qui sont très traumatisantes, entraînent souvent que les villages se vident pour aller dans de grands centres, mais là où il n'y a pas de champs, il n'y a pas de travail, comme en fait les images qui viennent de nous montrer des Kourou, nous avons des villes qui sont surpeuplées, mais en fait c'est comme si les gens se cachaient
pour mourir de faim, de maladies, puisque dans des grandes villes, ils n'ont pas de quoi survivre. Deuxièmement, la destruction démographique. Dans une guerre classique, pour détruire la population, c'est facile de tirer sur les gens. Et là, peut-être, c'est aussi facile de pouvoir faire une publicité sur ça. Mais ici, en utilisant la destruction des organes génitaux, on entraîne tout simplement une incapacité de cette population à se reproduire. Parce que souvent, ces introductions des objets au niveau de l'appareil génital, ça crée des lésions qui ne permettent plus les femmes d'avoir des enfants. Et lorsque les jeunes filles de 12, 13, 14 ans sont enceintes, elles ne sont pas capables d'accoucher normalement. Cette maladie existait ici il y a 100 ans, on l'appelle fistule vésico-vaginale ou recto-vaginale. C'est une maladie qui n'existe plus en Europe, a été éradiquée, mais chez nous cette maladie existe, c'est-à-dire la femme essaie d'accoucher, mais comme le bassin n'est pas suffisamment développé, la tête fœtale entraîne la nécrose de toute la partie génitale et il y a une communication entre la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin et vous pouvez comprendre que ça crée des incontinences urinaires et fécales, mais dans ces destructions, souvent, la fibrose ou la mauvaise cicatrisation qui se fait empêche souvent ces femmes de concevoir après. Donc, en détruisant l'appareil génital d'une jeune fille de 12 ans, dans notre pays, nous avons une forte démographie, mais sans se rendre compte, vous avez empêché 6 personnes de venir en vie. Lorsque vous les infectez contre le VIH, 5, 6, 7 personnes qui violent une femme, certainement que derrière il y a cette idée. Lorsqu'elles sont contaminées de VIH, ces femmes vont mourir doucement et tout le monde va considérer qu'elles sont mortes du VIH, c'est une maladie qui est connue. Mais en fait, ce sont des contaminations qui sont presque volontaires, voulues. Mais également, les femmes deviennent des réservoirs du virus. C'est-à-dire que cette maladie va tout simplement s'étendre dans la communauté et va faire des morts doucement dans la communauté. Troisièmement, la contamination des maladies sexuellement transmissibles. Ici, ça va de soi, et spécialement la transmission de la gonococcie et de chlamydia qui vont entraîner la réduction de la fertilité de la femme. Vous comprenez qu'on n'a pas besoin des armes classiques pour réduire une population. Avec l'usage du viol comme arme de guerre, on peut faire même plus que les armes à feu, puisque là on peut compter les morts, mais ici, ça va se transmettre sur des générations. Alors, souvent, lorsque les villages sont attaqués, non seulement on viole des femmes, mais on détruit les villages en les incendiant, on pille les récoltes et tout ce qu'on ne peut pas prendre, on met le feu, mais également ces pillages organisés des ressources naturelles, ça entraîne une pauvreté extrême. J'ai beaucoup voyagé et quand je vais dans certains villages du Congo, je n'arrive pas à dormir puisqu'on voit la misère qu'on ne voit nulle part ailleurs. Dans un pays, c'est dur à dire, il pleut 9 mois, et peut-être que vous avez vu sur des clichés, les pelouses sont vertes, on n'a pas besoin d'engrais, mais on manque à manger, et les gens se prostituent, la corruption prend la place sur tous les niveaux. Et le moins avisé peut penser que cette paupérisation de la population, c'est un fait du hasard. Pour moi, c'est un fait tout à fait bien médité pour mieux assujettir la population. La 4e conséquence qu'on peut avoir avec l'usage du viol comme arme de guerre, c'est la destruction du tissu social. Lorsque les viols se font en public avec torture, tout le monde voit ça.
Nous sommes dans une église de Chabunda, là où une dame a donné témoignage. C'est une église de la mission norvégienne. Ces malfrats sont un jour venus et ils ont commencé à violer la femme du pasteur à la chair. Et ils ont bloqué toutes les portes pour que tout le monde puisse voir. Vous imaginez à partir de ce moment-là, cette femme, elle n'est plus femme du pasteur dans la tête des fidèles. Le pasteur n'est plus pasteur. Mais également, les pères qui assistent impuissants au viol de sa femme ou de sa fille, ils cessent d'être un papa, ils cessent d'être époux. Et vous allez voir que ces viols ont atteint les femmes des chefs coutumiers qui étaient violées, éventrées, pour juste amener la population à comprendre qu'on peut violer les religieuses, on peut violer les femmes des pasteurs, on peut violer les femmes des chefs coutumiers, donc détruire dans les personnes l'identité qui constitue en fait, qui construit le tissu social. Lorsqu'on est dans une communauté, le tissu social se construit par les relations que nous avons avec les autres. Et par cet acte, on arrive à détruire complètement l'identité individuelle. Et les personnes que moi j'ai vues, les hommes que j'ai vus, souvent ils me disent, depuis qu'on a fait ça à ma femme, moi je ne me sens plus comme un homme. J'ai perdu, leur masculinité est tellement touchée psychologiquement que beaucoup d'entre eux, ils sont incapables d'envisager même de recommencer une vie de couple. Mais lorsque ça touche beaucoup de personnes au même moment, il y a une perte d'identité communautaire, c'est-à-dire que le pasteur ne peut plus donner l'ordre, le chef coutumier, il est considéré comme il a été humilié par des gens, donc les gens disent qu'est-ce que le chef va nous dire. Et en fin de compte, le fait d'avoir des enfants issus du viol, ce sont des enfants qui n'ont pas de filiation, qui sont rejetés par tout le monde. Je crois qu'on vous a montré ces petits-enfants. Ce sont des beaux enfants qui sont comme les miens, qui peuvent être comme vos enfants. Mais malheureusement, ils sont rejetés par tout le monde. On leur colle des noms. Et lorsqu'ils atteignent 7-8 ans, l'âge où les enfants se questionnent, quand vous écoutez leurs questions, vous comprenez tout simplement que c'est un mal qui est planté dans la communauté et que ce mal, on aura des difficultés à pouvoir s'en sortir. Quel est le résultat de la destruction du tissu social en faisant en sorte que les gens perdent leur identité? C'est la perte de la cohésion sociale. Et celui qui veut savoir comment la cohésion sociale peut se perdre, il n'a qu'à aller au Congo, où vous allez voir que des choses qu'on peut faire naturellement, les gens, ils ne sont plus capables de pouvoir les faire par manque d'organisation. Et lorsque vous n'êtes pas organisé, il va de soi que c'est l'occupant qui donne ses ordres et qui vous assujettit. Alors, l'hôpital de Panzi, comme je l'ai dit, créé en 1999, l'objectif a été complètement dévié et désormais, plus de la moitié de nos lits, presque 250 lits, sont utilisés pour les victimes de violences sexuelles que nous prenons en charge de façon holistique. D'abord, nous donnons les soins médicaux. Ensuite, nous avons constaté que les soins médicaux n'étaient pas suffisants, puisque les femmes, après les interventions et les traitements médicaux, on avait vu qu'elles étaient toujours incapables de se réinsérer dans la société. Nous avons introduit l'assistance psychologique, mais après un temps, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas suffisant. Nous avions introduit la réinsertion socio-économique, et lorsque les femmes se portaient bien, effectivement, elles venaient nous demander justice. Donc, nous avions introduit le 4e pilier qui est l'assistance judiciaire. Ce slide n'est pas tout à fait correct. Aujourd'hui,
nous avons soigné plus de 50 000 femmes à l'heure où je vous parle. Et cette capacité de 450 lits, 250 sont utilisés pour les victimes de violences sexuelles et nous utilisons à peu près 390 personnes. Pour les soins médicaux, nous avons beaucoup de difficultés puisque nous pouvons prévenir beaucoup de conséquences si les femmes se présentent en 72 heures. Et là, nous pouvons donner les antirétroviraux pour éviter les VIH-Sida, nous pouvons donner les antibiotiques, nous pouvons donner les contraceptifs. Mais malheureusement, les femmes, lorsque ça arrive, la première réaction, c'est celle de se cacher, de ne pas dire ce qui est arrivé. Et quand elles arrivent, malheureusement, après 72 heures, elles sont déjà contaminées. Parfois, elles sont déjà enceintes et nous n'avons plus qu'à soigner les antibiotiques. Celles qui ont des lésions chirurgicales, donc des incontinences urinaires ou des incontinences fécales, ou alors elles ont des déchirures au niveau périnéal et péritonéal, nous faisons la chirurgie. Cette chirurgie consiste souvent à la reconstruction, surtout chez les bébés. La seule façon de penser leur donner un avenir, c'est essayer de reconstruire ces lésions qui sont des fistules urogénitales et digestives basses. Sur le plan psychologique, nous assistons avec différentes thérapies. Nous avons des thérapies de soutien pour les enfants issus du viol. Nous faisons beaucoup de médiations familiales en collaboration avec des églises ou des organisations de la société civile, puisque l'hôpital, lorsque nous renvoyons les victimes dans leur village, souvent on a besoin d'aller parler avec les maris, parler avec la famille, parler avec la communauté pour que la communauté puisse les accepter. Mais également, nous faisons des campagnes contre la stigmatisation pour les survivantes, puisque finalement, elles sont victimes, mais elles deviennent victimes deux fois, lorsque la communauté les rejette, lorsque la famille les rejette, au lieu de pouvoir assumer cette responsabilité de n'avoir pas donc soutenu ces victimes. Sur le plan économique, je vous avais dit que lorsque les femmes se portaient bien physiquement et psychologiquement, elles se portaient bien, la question qui venait souvent, c'était la question de savoir, je vais retourner dans mon village, qu'est-ce que je vais aller faire puisque mon mari ne veut plus de moi, la communauté ne veut plus de moi. Et là, nous essayons d'aider ces femmes à étudier, donc à leur donner d'abord un nouveau profil pour qu'elles soient à mesure de se prendre en charge. Nous leur donnons, donc nous les apprenons des activités génératrices de revenus et nous créons des marchés pour qu'elles soient capables de produire et pouvoir vendre sur le marché leurs produits. Pour l'assistance juridique, avant peut-être d'en parler, je crois que ici, c'est une phase que les femmes entreprennent lorsque vraiment elles sont, je dois dire, à la bout de la chaîne de guérison. Il faut avoir beaucoup de courage pour demander justice dans un pays où il n'y a pas d'état de droit, où il n'y a pas de réparation, et où on vous dit vous aviez gagné, mais ça se limite là. Et souvent, parfois, le bourreau, un mois après, il se retrouve en dehors donc, de la prison. Mais ce que nous essayons de faire, c'est sensibiliser les femmes à leurs droits, parce que notre Constitution est claire en ce qui concerne les droits des femmes, mais malheureusement, souvent, les femmes ne sont pas suffisamment averties par rapport à leurs droits. Nous avons créé des cliniques juridiques dans des villages où nous enseignons, en fait, on apprend le b.a.-ba du droit aux enseignants, aux prêtres, aux pasteurs, pour que lorsque le droit des femmes est violé, que ce soit la possibilité d'avoir juste à côté quelqu'un qui peut aider et orienter lorsqu'il y a une violation des droits de la femme. Et nous avons une assistance juridique, nous avons une équipe d'avocats et des juristes qui préparent les dossiers pour les victimes lorsqu'elles
elles veulent aller en justice, les accompagnent également. Malheureusement, nous sommes obligés de payer des frais, des honoraires des avocats et des frais de justice. Et là, j'étais particulièrement content de voir que dans un village proche de Bukavu, 50 enfants étaient violés et nous avons pu nous avons soutenu ces enfants pour aller en justice. Et là, les choses semblaient avancer, mais il y a 2 jours, on m'a dit que l'accusé a récusé les juges et ils ont eu donc le droit ils ont arrêté la procédure puisque les juges ont été récusés. Et là, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Mais vous imaginez dans un village violer 50 enfants de moins de 5 ans qui ont des lésions visibles. Et donc là, on ne va pas spéculer en disant est-ce qu'elle dit vrai, ce qu'elle dit est faux. Il y a des preuves de la destruction, mais en fait, la personne qui était poursuivie, qui était d'ailleurs un député provincial avec sa milice, aujourd'hui j'ai appris que, en fait, on a suspendu les audiences foraines qui étaient organisées. En fait, dans ces modèles, lorsque la victime entre, souvent elle entre par la prise en charge médicale. Nous les aidons sur le plan psychologique, sur le plan socio-économique. Nous essayons de leur donner la possibilité de réintégrer la communauté étant autonome et nous les accompagnons devant les cours et tribunaux. Et c'est dans ces modèles que nous essayons de répliquer, puisque nous avons vu que c'est un modèle qui donne des bons résultats, où les femmes ne restent pas dans les statuts de victimes, mais elles deviennent des survivantes, capables de se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes sollicités en République centrafricaine pour répliquer ces modèles, au Burundi, en Irak, et nous pensons que ces modèles permettent à ce que les femmes puissent avoir tous les services au même endroit. Je suis très fier, nous allons même inaugurer un modèle comme ça à Saint-Pierre, à Bruxelles, qui est un modèle qui permet à ce que la femme entre dans les circuits et tous les services sont présentés à la carte. Habituellement, lorsque la femme est violée, soit elle va, souvent c'est la police, et on ne pose pas plus de questions, on peut l'envoyer à la justice. Il y a d'autres pays où c'est le côté médical tout simplement qui est favorisé, les autres côtés sont plus ou moins négligés. Mais nous, on s'est rendu compte que dans ces modèles, d'ailleurs, que nous avions publiés, c'est un modèle qui permet à ce que la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles permet les femmes de retrouver leur identité et devenir des survivantes. Nous avions construit l'hôpital de Panzi dans une période de conflit. Et donc le modèle de l'hôpital, tel que l'hôpital était construit, ça ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir faire notre travail correctement. Nous pensons pouvoir construire une nouvelle unité mère-enfant. Je crois que les dons que vous allez donner, les offrandes, vont peut-être aller pour cette construction que nous espérons pouvoir faire bientôt, puisque les femmes, nous devons les recevoir dans un contexte de confidentialité et où leur privacy, leur vie privée peut être respectée. Quels sont les défis que nous avons? Et pourquoi aujourd'hui nous sommes là? Pourquoi nous pensons qu'il faut associer les hommes? Il est très très important. Je crois que je suis très très fier de mon frère Dekourou pour l'initiative, puisque associer les hommes, ce n'est pas seulement bénéfique, mais c'est essentiel pour mettre fin aux violences sexuelles. Il faut absolument que nous, les hommes, nous puissions prendre conscience. Et je trouve que nos réactions, souvent, lorsqu'on traite les femmes
on ne réfléchit pas à nous-mêmes. Si tous les hommes pouvaient se poser la question, ma façon de traiter cette femme, si c'était ma mère, est-ce que je le ferais de la même façon? Et si c'était ma mère, comment je réagirais par rapport à celui qui commet cet acte? Je crois que souvent, on n'y réfléchit pas. Et on va voir peut-être ce soir pourquoi. C'est puisque tout simplement, dans notre système ou notre éducation patriarcale, l'homme et la femme ne sont pas malheureusement égaux. Les violences sexuelles ne concernent pas que les femmes. Je vous ai montré dans le schéma, lorsqu'une femme est violée, une épouse, une fille, une sœur, je sais que même, je ne soutiens pas, mais les crimes d'honneur existent. Il y a des gens qui arrivent à tuer puisque leur sœur a été violée. Donc, lorsqu'une femme est violée, il y a des conséquences qui se portent également sur les hommes. On est affecté, mais malheureusement, on est affecté seulement quand ce sont les nôtres. Et on n'est pas affecté quand c'est une femme qui a été créée à l'image de Dieu, qui a été créée comme moi. Mais on voit très bien que les hommes, ils sont très affectés lorsque ceci arrive aux femmes qui sont dans leur cercle proche. En effet, parfois, quand on parle de viol et violence, les gens ont tendance à penser que ça, c'est une question qui concerne certaines sociétés arriérées, tout à fait... en fait, c'est loin de nous, ça ne peut pas se passer. Mais ici, en France, une femme est tuée tous les 3 jours par le partenaire ou un compagnon, tous les 3 jours. Donc, s'il y a une qui est tuée lundi, une autre va être tuée jeudi. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas loin de nous. Et je dois vous dire d'ailleurs que en Bosnie, c'est à quelques heures d'avion d'ici, ce qui se passe au Congo, s'était passé en Bosnie, mais heureusement, peut-être la communauté internationale a réagi avec force, ce que nous avions manqué au Congo. Mais si ça avait duré 2-3 ans, comme ça se passe au Congo aujourd'hui, je crois que ça serait même plus dramatique que ce que nous connaissons au Congo. Donc, je voulais attirer l'attention de nous les hommes. Nous devons absolument nous associer, puisque la violence qui est faite aux femmes, c'est une violence qui est faite aux hommes de façon indirecte. Et les hommes, juste des privilèges et d'opportunités, ils ont des responsabilités. Quand vous voyez beaucoup de parlements, quand vous voyez beaucoup d'exécutifs, souvent ce sont des hommes qui décident. Et donc si nous prenons la responsabilité de décider pour qu'il y ait cette égalité, certainement que nous pouvons faire un monde meilleur. Et ceux qui sont dans l'Église, je crois que le viol, c'est tout simplement une expression démoniaque pour détruire non seulement les familles, mais détruire également l'Église. Et se taire, à mon avis, c'est tout simplement être complice. Souvent, il y a ceux qui décident de se taire, mais je crois que la plupart d'entre nous, les hommes, la majorité d'ailleurs, vous ne violez pas et ça vous choque. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Mais lorsque vous vous taisez, j'aime bien dire, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et donc, vous êtes interpellés. Vous n'êtes pas concernés, vous ne violez pas, mais ne vous taisez pas. Parce que si vous vous taisez, vous devenez en quelque sorte complice, comme le dirait Albert Einstein. Je vous remercie.